Les grandes gueules Moyen-Orient de retour chez vous pour une nouvelle semaine. Heureux de vous retrouver en ce lundi 15 février. Voici nos débats du soir. Israël est érigé en pays modèle de la vaccination, mais ici et là, éditorialistes et journalistes haussent le ton. La vaccination des Palestiniens ne suit pas assez vite. Mais en quoi Israël en serait le responsable et le coupable? Ce sera notre premier débat au pays de Bibi. Entre la fermeture des frontières, l'isolement en hôtel, le projet de bracelet électronique et une politique de vaccination obligatoire qui ne porte pas son nom, le gouvernement israélien n'en fait-il pas un petit peu trop? N'y a-t-il pas une limite à la restriction des libertés individuelles au nom de la lutte anti-Covid? Nos GGM en débattront. Enfin, nous reviendrons sur ces hommages à Ilan Halimi, 15 ans après son assassinat. Parmi eux, un rassemblement hier dans le 12e à Paris, à l'initiative du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, avec le soutien du comité Adama Traoré, du NPA et du MRAP. Alors assiste-t-on à une récupération politique par l'extrême gauche de ce drame atroce? Nous vous avons posé la question sur Twitter. Nous la poserons également à l'un des organisateurs qui sera en direct avec nous en seconde partie de l'émission. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Bonsoir Nomi Aliwa. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à nos grandes gueules du lundi soir. Bonsoir Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne et spécialiste en gestion de communication de crise. Bonsoir Ali Waked, directeur de la chaîne i24 News en arabe. Je salue également André Berkoff, en direct avec nous depuis Paris, éditorialiste politique. Bonsoir mon cher André. On va vous entendre dans un instant, mais on vous a vu. Allez, entrons tout de suite ensemble au pays de Bibi. Et pour commencer, parlons de la vaccination côté palestinien. L'autorité palestinienne a signé des contrats qui permettraient de vacciner 70% de sa population. En Cisjordanie, les livraisons prennent du retard. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Mais ce sur quoi nous allons nous arrêter ce soir, ce sont les commentaires à Paris qui, vis-à-vis d'Israël, témoignent, il faut bien le dire, d'une certaine sévérité. Certains d'ailleurs ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux ce week-end. Oui, Benjamin, et prenons deux illustrations de ce rapport un petit peu ambivalent sur le sujet de la vaccination en Israël des Palestiniens. Eh bien, l'une est une séquence télévisuelle. Il s'agit du médecin urgentiste Patrick Pelloux qui était invité vendredi dernier dans l'émission C'est dans l'air et qui est revenu sur la vaccination des Palestiniens. Voici donc un extrait de ses propos. Il disait « À l'heure actuelle, il y a une espèce d'embargo sur les vaccins de la Palestine qui pose vraiment des questions par rapport à l'accès au vaccin. Le vaccin est une œuvre humaniste pour l'humanité tout entière. Donc ça ne sert à rien de faire un embargo pour ne pas vacciner les Palestiniens. Je trouve ça absolument inique. » Ces propos ont provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions comme celle de Francis Khalifa, le président du CRIF, qui écrit sur Twitter que Patrick Pelloux stigmatise et alimente la diabolisation d'Israël par ignorance, j'espère, est une chose, que des journalistes ne corrige pas de tels propos. C'est une faute grave qui mérite à minima un rectificatif. Patrick Pelloux, lui, n'est pas resté insensible manifestement à ces protestations puisqu'il y a répondu hier. Voici juste un petit extrait de son tweet qui dit « Ce pays se rapprocher de la Covid-19 si la Palestine l'est aussi et accepte les vaccins ». Ça, c'est une illustration. Il y en a une autre. C'est ce papier de Jean-Pierre Filieu dans Le Monde intitulé « Face à la pandémie, Israël met en avant l'autorité palestinienne » et qui explique, je cite, comment l'autorité palestinienne permet à Israël de se décharger, toujours je cite, de ses obligations de puissance occupante. Voilà, et je précise que Patrick Pelloux sera demain en direct avec nous sur i24 News au micro de Jean-Charles Banoun. Quant à Jean-Pierre Filieu, il a décliné notre invitation. Ali Waked, on a entendu ces mots comme embargo, d'autres mots extrêmement durs dans ces différents commentaires. On a l'impression que les éditorialistes parisiens aujourd'hui sont plus palestiniens que les Palestiniens eux-mêmes. Oui, Benjamin, c'est vrai qu'il y a une inégalité au sein du monde entier entre les pays riches qui se sont acquis des vaccins, les populations prennent les vaccins, et entre les pays pauvres, et l'autorité palestinienne figure parmi ces entités les plus pauvres du monde. Et c'est vrai que selon le budget de l'autorité palestinienne, les Palestiniens, à 70% d'entre eux, seront vaccinés dans le très proche avenir. Mais
quand Israël est accusé d'apartheid par quelques organisations, quand il y a des milliers de vaccins qui risquent d'expirer en Israël, et quand il y a des dizaines, des milliers des ouvriers palestiniens qui rentrent à base quotidienne travailler en Israël, c'est un intérêt israélien de vacciner les Palestiniens pour éviter, un, les accusations dans le monde, et deux, pour éviter que la pandémie reprend en Israël alors que les taux et les chiffres sont en train de régresser en Israël. Donc, on a parlé déjà de l'échec de la Hasbara israélienne, de l'échec de l'information israélienne, et cette pandémie et cette corona, quand le ministère de la Santé avertit tous les jours que face au fait qu'il y a de moins en moins d'Israéliens qui sont enthousiastes à prendre les vaccins et qu'il y a des doses entières qui risquent d'expirer, et quand les responsables du ministère de la Santé avertissent que le fait qu'il y a des dizaines de milliers de Palestiniens qui rentrent en Israël, je ne comprends pas pourquoi est-ce que M. Benjamin Netanyahu, pourquoi est-ce que la droite israélienne pense que c'est une attaque à l'honneur israélien de ne pas vacciner les Palestiniens. Oui. Olivier Rafouitch, je vais rappeler que vous avez hier soir le porte-parole du ministère de la Défense en charge de la coordination des activités dans les territoires. Est-ce que c'est vrai qu'il y a à la fois ce que dit Ali Waked, une imitation de l'offre aux Palestiniens, et puis un mot utilisé par Patrick Pelloux, c'est lui qui a fait sursauter tout le monde, le mot embargo? Il y a un autre mot qui fait réagir, en tout cas moi en particulier, c'est le mot Palestine. Monsieur Pelloux parle de la Palestine. Moi, je ne connais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de Palestine. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y en aura pas comme on l'entend. Bon, mais c'est pas trop le débat. Non, attendez. C'est un débat parce que il y a des accords d'Oslo qui ont décrété entre Israël et l'autorité palestinienne que l'autorité palestinienne serait responsable du domaine médical. C'est signé dans des accords précis entre l'autorité palestinienne et Israël. Par hasard, j'étais membre de l'armée à l'époque, dans ces accords d'Oslo qui étaient signés, entre autres, non pas à Oslo, en tout cas pour cette partie-là, mais au Caire. Juste deux mots. D'abord, il faut savoir que le premier pays qui a fourni des vaccins aux Palestiniens dans le monde entier, c'est Israël. 5 000. C'est Israël. Sur 3 millions de Palestiniens. Attendez, 5 000. Permettez, monsieur 5 000 Wakel. sur 3 millions. D'abord, c'est 7 000 vaccins. Ensuite, les vaccins... par rapport à ce qu'a dit M. Ali Waked, je m'excuse un peu de sourire parce que vous parlez de séparation entre pays riches et pays pauvres. Moi, je parle de séparation entre Palestiniens très riches et Palestiniens très pauvres. Je voudrais dire en fait Palestiniens très corrompus et les autres. Parce que tous les vaccins sont partis chez les riches Palestiniens de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire les services de sécurité, les services de renseignement et la grande famille de Mahmoud Abbas. Les autres n'ont rien. Et ce soir, alors où nous parlons, les Palestiniens sont très en colère, non pas auprès d'Israël, mais auprès des Palestiniens parce qu'ils ont l'argent. Ils ont d'ailleurs commandé 2 millions de vaccins de type AstraZeneca qui doivent arriver à la fin du mois de février. C'est une nouvelle. Et pour l'instant, ces vaccins doivent arriver. Ils ont été payés. Mais de pleurnicher, d'ailleurs, je vais peut-être vous amener un mouchoir tout à l'heure, de pleurnicher auprès d'Israël pour avoir des vaccins qui devraient arriver normalement par une administration sérieuse, efficace et par de l'argent qui est versé. Donc il n'y a pas d'embargo et ils vont bien arriver ces vaccins. Attendez, il n'y a pas d'embargo, mais juste une chose. Il faut savoir qu'au niveau humanitaire, Israël, même dans des prisons israéliennes où des terroristes palestiniens sont emprisonnés pour meurtre, ils sont soignés, comme par exemple... Il faut noter que le ministère de la Santé israélienne fait pression sur le Premier ministre de vacciner les Palestiniens. Donc l'échelon professionnel, il veut vacciner les Palestiniens. L'échelon politique veut continuer à maintenir l'échec de la Hasbara israélienne. Monsieur Rafouitch insiste à ce qu'il n'ait pas réussi. Il aime échouer chaque fois de nouveau quand il s'agit de la cause palestinienne. Alors attendez. Je ne sais pas où vous êtes. Si vous êtes à Ramallah, ou à Jérusalem, ou à Gaza. Parce que je votre suis au ministère qui dit votre ministère de la Santé. Votre discours, M. Wakel, avec on vient d'inviter le directeur général du ministère de la Santé israélien ici, sur ce plateau, et il a répondu il faut vacciner les Palestiniens. Le professeur Itamar Groto, c'est pas Itamar Mohamed Groto, c'est Itamar Groto. Avec des vaccins, effectivement, achetés
par l'autorité palestinienne qui, au lieu Qui d'acheter gère des selon vaccins, Oslo ces vaccins et pas Israël. J'aimerais entendre Paris. Messieurs, tant que la corruption. Messieurs, j'aimerais qu'on entende Paris. Et je vous redonne la parole juste après. Et d'abord, je voudrais relire cette phrase, parce qu'on parle ce soir des commentaires faits justement par Paris. Par exemple, dans le blog hébergé par Le Monde. Et ces propos de Jean-Pierre Filiu, la controverse sur la vaccination anti-Covid en Cisjordanie, ce qu'on entend, messieurs, avec vous, rappelle comment l'autorité palestinienne permet à Israël de se décharger de ses obligations de puissance occupante. Abnous Samnani, vous nous rejoignez dans ce débat et je vous souhaite la bienvenue, ma chère Abnous. Oui. Bonsoir. Le monde entier est aujourd'hui dans sa lutte pour faire vacciner sa population. Pourquoi c'est seulement à Israël que la presse française a de telles remontrances comme la phrase que je viens de lire ? Oui, c'est vrai que je vous avoue que là, quand même en France, comme à peu près tous les pays d'Europe, on manque de vaccins, des rendez-vous sont annulés, la première dose a été injectée, mais il y a du retard sur la deuxième. Donc, il y a quand même, on peut considérer, une forme de panique qui soulève toute l'Europe, vu qu'on a commandé nos vaccins ensemble. Et je trouve ça quand même assez délirant, et ça nous dit quand même quelque chose, qu'au milieu, j'allais dire, si je peux permettre cette familiarité de notre bordel, il y en a quand même qui pensent à regarder ce qui se passe du côté d'Israël, en disant, mais regardez, ils font pas ça. Mais je pourrais dire comme ça très familièrement, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre au fait qu'on concentre-nous sur ce qui se passe en France, en Europe, de nos manquements, de notre incapacité à pouvoir faire venir les vaccins que nous avons déjà payés. Mais et pourquoi ? Donc ça dit quand même quelque chose. Et juste pour rebondir sur ce qu'il disait sur votre plateau, dans le nouveau livre de Gilles Kepel qui vient de sortir, Le prophète et la pandémie, il nous apprend quand même que tous les mois, du Qatar partent des valises d'argent de 30 milliards de dollars qui vont directement, qui sont acheminés grâce quand même à l'autorité israélienne, qui passent la frontière par l'Égypte pour arriver à Gaza et payer les fonctionnaires. Ils ne peuvent pas payer les vaccins avec ? Et je ne sais pas, moi, tous ces pays sunnites du Golfe, tous ces pays arabes qui ont encore de l'argent, du pétrole, qui ont encore une certaine somme, eux, pour qui c'est tellement important, ils ne peuvent pas faire, eux, un acte humanitaire. C'est quand même assez amusant. Et des vaccins en même temps. Ces deux événements-là, sont des trucs qui nous disent quand même beaucoup. Oui. André Berkoff, on va rappeler, on l'a dit sur ce plateau. C'est un choix. Oui. Je soulève. André Berkoff, on sait qu'Israël vaccine les prisonniers palestiniens, alors qu'il y a une polémique en France, les travailleurs palestiniens, les migrants à Tel Aviv et même les travailleurs étrangers. Comment vous réagissez à tous ces commentaires ? C'est jamais assez, on dirait, ce que fait Israël. Bah écoutez, d'abord, je crois que vous le savez très bien que la politique ne perd jamais ses droits. Dans n'importe quelle circonstance, Covid ou pas Covid, ici c'est le Covid, on voit bien par exemple les commentaires de Jean-Pierre Filiu, et je ne merdais pas Jean-Pierre Filiu et Patrick Pelloux dans le même sac. Jean-Pierre Filiu est évidemment très orienté, et il en profite pour dire voilà, Israël puissance occupante, ce qui n'est pas faux, mais il fait rebondir le débat. Pelloux a lancé quelque chose, et puis il a un peu changé. Le problème, c'est que, encore une fois, le plus important, c'est quoi ? C'est que, effectivement, ça devrait être, je crois, encore une fois, sans faire de l'humanisme et du théorique, ça devrait être une occasion, encore une fois, pour Israël et les Palestiniens dans cette histoire de Covid qui ne fait pas la différence entre Israéliens, Palestiniens, Juifs, Arabes et compagnie. Le Covid, il n'en a rien à faire de combattre ensemble d'une manière ou d'une autre et de montrer mais André Berkoff, l'occasion est bonne à prendre pour combattre ce virus. Pardonnez-moi, mais je ne vois aucun éditorialiste parisien demander si les Tibétains sont vaccinés par les Chinois ou si les Ouïghours sont vaccinés ou si les Kurdes sont vaccinés. Exactement. C'est les femmes oui, c'est ça le problème. Alors, je vais être très franc avec vous. Je comprends que vous pensiez à un sujet, Benjamin, mais très sincèrement, je vais être très... la polémique qui s'est engagée, honnêtement, en France, elle n'a absolument pas dépassé les quelques frontières. Alors peut-être sur les réseaux sociaux comme d'habitude, mais franchement... En Europe actuellement, on est beaucoup plus préoccupé de savoir, et en tout cas en France, quand est-ce qu'on va recevoir des doses et quelles sont les conséquences du vaccin AstraZeneca que ce qui s'y passe entre Israël et les Palestiniens. Ce n'est pas un problème national en France, ça ne fait pas la une des journaux, il y a eu une polémique, mais basta. En tout cas, ça fait réagir. Si vous me demandez le point de vue de Paris, le point de vue de Paris,
C'est un autre sujet pour vous, André. Je comprends, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup fait réagir. Un mot qu'on avance, surtout pour en parler de Gaza. Olivier parle d'une autorité palestinienne qui est corrompue. Ça, c'est un fait. Mais si on veut anticiper les choses et que si, dans quelques semaines, dans quelques mois, l'autorité palestinienne va apporter des cas pour prouver comment Israël commet des crimes de guerre contre l'État, contre les Palestiniens. Est-ce que ça ne sera pas intelligent que Israël apporte les Palestiniens qui ont été vaccinés par les services médicaux israéliens pour prouver que certains arguments, certaines accusations ne doivent pas avoir lieu. Olivier, c'est un anti tout au long cette droite israélienne qui est non, même pour des gestes les plus humains possibles. Excusez-moi. Olivier Rafovitch. Vous dites n'importe quoi. Je m'excuse, je vous le dis franchement et dans les yeux. Israël, depuis le départ, avant même les vaccins, a entretenu des relations très étroites avec l'autorité palestinienne au niveau médical. Des relations très étroites dans différents domaines pour justement se préparer à comment gérer cette pandémie. Les vaccins ont été commandés par l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a demandé à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, de rentrer dans le programme COVAX, qui est un programme spécial pour les pays soit en difficulté, soit en voie de développement. Donc elle a fait tout pour y rentrer, elle n'y rentre pas. Pourquoi ? Parce que quelque part, comme le reste, elle n'en a strictement rien à faire de sa population. L'autorité palestinienne ne s'occupe pas des Palestiniens, elle s'occupe des banques. Dans les Émirats, elle s'occupe de l'argent. Pourquoi les dirigeants israéliens ne s'occupent pas de leurs voisins, les voisins qui viennent acheter, habiter, travailler ici en Israël, Olivier. Écoutez, d'abord, c'est pas à vous qui allez nous dire comment agir avec le monde. Si c'est à moi, il n'y a pas de chantier à côté de toi, il n'y a pas de chantier à côté de chez vous, Olivier. Ce que je veux vous dire, c'est que pas des ouvriers palestiniens à côté de chez vous. S'il y a un pays dans le monde qui s'occupe de la santé de tout le monde, que ce soit les travailleurs étrangers, immigrés, les sans-papiers, les Arabes en Israël, ceux qui arrivent ici, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Les Palestiniens en Judée-Samarie ont une autorité. De la même manière, on ne va pas s'occuper des vaccins au Luxembourg, en France. Il y a 10 minutes, sur ce plateau, on a accueilli le directeur général adjoint du ministère de la Santé. Il a dit c'est le devoir moral et le devoir politique. Il y a le devoir moral, mais légalement. Vacciner les Palestiniens. Monsieur Rafovitch. Mais il y a le devoir moral, mais il y a aussi les faits et il y a l'autorité. Ce que dit Olivier Rafovitch, c'est qu'il y a une autorité palestinienne. Ok, on parle tous du devoir moral. À Paris, il nous le rappelle également. Ce sera un geste pour la paix, etc. Mais pardon, l'autorité palestinienne, elle est responsable de la santé des Palestiniens. Il manque des vaccins entre Israéliens et Palestiniens. Le Séguer israélien, le maintien du bouclage en Israël, en partie, c'est à cause de ces dizaines de milliers de Palestiniens qui rentrent à base quotidienne en Israël et il n'y a pas moyen de savoir s'ils sont ou s'ils ne sont pas vaccinés. Donc c'est un intérêt israélien, c'est un intérêt de l'économie israélienne de vacciner les Palestiniens. Et monsieur Olivier Rafovitch. L'intérêt d'Israël, effectivement, est que le Covid soit traité. Mais on ne va pas pouvoir et on ne doit pas traiter le Covid en Jordanie, au Liban, parce que là-bas aussi il y a des problèmes, ou au Luxembourg, ou en Belgique, ou même en France. Chacun doit traiter ce problème. Bien. On est dans une situation aujourd'hui de pandémie mondiale. Vous demandez à Israël de quoi ? D'être un occupant ? On ne veut pas être un occupant. Olivier, on n'est pas un occupant. On n'est pas responsable. Bien, on va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat, messieurs. Messieurs, on a avancé. On a compris. Messieurs, on va avancer dans le débat. On a vu ce qui se passe côté palestinien. J'aimerais maintenant vous raconter ce qui se passe en ce moment côté israélien. Et ça va beaucoup intéresser Abnous et André qui nous écoutent depuis Paris. Puisque côté israélien, beaucoup de mesures sont en cours de préparation pour organiser le déconfinement. Ici, Israël, on est en ce moment en déconfinement, mais le problème, c'est la contrepartie des mesures de retour à la vie normale, et ça, on va expliquer, Noémie, qui s'apparentent parfois du mépris des libertés individuelles. Et oui, citons 3 mesures, particulièrement liberticides, parmi toutes celles qui ont été prises ou annoncées tout récemment. La première, c'est une loi qui a été votée par le gouvernement qui permet aux municipalités de ficher ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Cette loi doit être votée par le Parlement, mais elle a des chances de passer. Autre mesure, aujourd'hui, le ministère de la Santé a suggéré de munir les personnes arrivant en Israël depuis l'étranger d'un bracelet électronique afin d'éviter de les placer en quarantaine dans un hôtel. Autre mesure encore, figurez-vous que certains corps de métier du service public, comme les professeurs ou les chauffeurs de bus, devront se faire tester tous les 48 heures s'ils refusent de se faire vacciner. Sinon, ils seront menacés de poursuites pour non-respect de la loi. On peut également ajouter que dans le processus de déconfinement,
confinement qui doit débuter ce dimanche, eh bien, par exemple, certains lieux comme les salles de sport ne devraient être accessibles qu'à ceux qui sont détenteurs du fameux passeport vaccinal. Alors, je vais entendre vos réactions, messieurs, dans un instant, mais d'abord Paris. Parce qu'évidemment, on imagine très mal de telles mesures en France. Anoush Salmani, vous qui avez un regard sur ce qui se fait dans le monde entier, il y a très peu de pays qui sont jusqu'au boutistes, comme Israël, y compris dans ce déconfinement. Alors oui et non, parce que voyez-vous, c'est vrai que alors qu'on a la chance de pouvoir comparer tous les pays, on ne le fait pas. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Eux, quasiment depuis 1 an, ils sont toujours confinés. C'est hallucinant. Dès qu'il y a un cas, ils referment tout pendant 3 jours, 4 jours, 3 semaines. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu de couvre-feu, il n'y a pas eu tout ça. En plus, c'est des îles. Donc ils auraient dû juguler beaucoup plus rapidement. Et là, dernièrement, il y a eu 3 cas du fameux variant sud-africain. Alors qu'ils n'ont eu que 3 cas, que dès que quelqu'un met le pied en Nouvelle-Zélande ou en Australie, il est obligé d'aller dans un hôtel coronavirus pendant 15 jours, extrêmement strict, sans droit de sortir de sa chambre, avec les plateaux repas posés devant, et il ne faut pas ouvrir, il faut attendre que le serveur parte, enfin, complètement délire, et ils n'en sont pas sortis. Donc on a ça en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils font extrêmement attention. Évidemment, les salles de sport, tout ça sont fermées. Et eux, ils se dirigent lentement mais sûrement vers un passeport vert, vaccinal, etc. Prenez la Corée du Sud, s'ils ont si peu de cas, c'est que dès le premier jour, vous avez un suivi, j'allais dire presque pas à pas, de où vous allez, qui vous rencontrez, etc. C'est super angoissant, mais ça fonctionne. Parce que vous avez quelqu'un qui va dans un restaurant, il ne vérifie pas juste la personne avec qui vous êtes, c'est qu'ils vont vérifier les gens dans tout le restaurant, tous les tables à côté. Vous devez fournir la liste de tous les gens, même que vous ne faisiez que croiser en allant acheter votre kimchi, votre chou fermenté en Corée. C'est assez hallucinant. Israël bénéficie de ça. Regarde ce qui se fait dans les autres pays. C'est un pays qui n'a que 9 millions d'habitants. Ils veulent s'en sortir. Là, ils sont en train de vacciner à tout va. On a ce problème avec ce vaccin qui est arrivé très vite, qui a un progrès technologique hallucinant. Mais force est de constater qu'on n'est pas capable de voir jusqu'à quel point ça protège une population. Donc qu'on ait envie que l'économie reparte, mais que surtout la vie reparte et qu'on se dise... Vous comprenez au fond. Ce qu'on peut faire, c'est vrai que là, Israël donne l'impression d'avoir un mix de tout ce qui se fait ailleurs. Mais Israël n'est pas le seul à vouloir mettre en place. Tous les pays asiatiques comparer à la Chine aussi, mais il faut imaginer que les personnes qui reviennent de l'étranger devront peut-être mettre un bracelet électronique. Où est-ce qu'il y a la démocratie là-dedans? Il n'y a plus de liberté. Je n'avais jamais entendu. Il y a une André Berkoff, un bracelet électronique, c'est inimaginable en France. Mais par contre, tout le monde passe par les hôtels Corona. Écoutez, d'abord, il faut voir qu'il y a aujourd'hui une très très grande discussion au niveau mondial. Vous avez la stratégie des gens qui veulent du zéro Covid, dont parlait Abnous, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, mais pas seulement. Taïwan, la Corée du Sud, c'est la Chine bien sûr et d'autres, qui ont eux, alors si vous voulez en 2 mots, vous avez ceux qui disent on va vivre avec le virus pendant on ne sait pas combien de temps, et ça va se réduire au niveau d'une grippe sérieuse, mais d'une grippe, comme on a depuis des années, des dizaines d'années, etc. Et ceux qui disent non, il ne faut pas vivre avec le Covid, il faut écraser le Covid. Et ceux-là, effectivement, pratiquent une politique extrêmement dure, agressive, de confinement très fort, effectivement, vous avez vu, il y a eu le tournoi de Melbourne, là, très très récemment, là, et effectivement, on voit des images où ils vont dîner, etc., etc. Mais il suffit de 3 cas pour qu'ils reconfinent pendant 1 semaine complètement les populations, y compris une ville entière, y compris une région entière, etc. Et nous, effectivement, enfin nous, en tout cas l'Europe et les États-Unis aussi, adoptent une politique qui consiste à dire, écoutez, là on ne reconfine pas, on fait très attention, on vaccine autant qu'on peut, on ne va pas reparler des retards, etc. André. Et donc, Israël prend une attitude de ce point de vue plus dure, si vous voulez, André Berkoff. que nous, en tout cas que l'Europe. Je vous redonne la parole dans quelques instants. Oui, je vous écoute. On marque la pub et on se retrouve dans quelques instants. J'entends aussi vos avis à vous, messieurs, ici, à mes côtés à Tel Aviv. On parlera également en seconde partie de nos grandes gueules Moyen-Orient, de cet hommage hier à Ilan Halimi, un hommage un petit peu particulier, puisqu'il était organisé par des associations d'extrême gauche. Nous vous avons d'ailleurs posé la question sur Twitter. Sont-elles à même de mener ces hommages? On en parle ensemble juste après la pause. À tout de suite.
c'est la seconde partie des Grandes Gueules Moyen-Orient. Merci de nous rejoindre. À mes côtés ce soir, Noémie Alioua, Olivier Rapovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne et spécialiste de gestion de communication de crise, Ali Wakel, le directeur de la chaîne i24 News en arabe, à Paris, Avnouch Shalmani, écrivain, éditorialiste international, ainsi qu'André Berkoff, éditorialiste politique. Alors, si vous étiez avec nous juste avant la pause, on parlait de toutes ces mesures, soit prises par Israël, soit envisagées par Israël. Vous savez qu'il y a ces hôtels Corona, mais on discute également en ce moment peut-être de bracelets électroniques ou d'autres mesures pour limiter tout simplement l'accès aux personnes qui ne seraient pas vaccinées. Ça veut dire que c'est une vaccination forcée qui ne porte pas son nom. André Berkoff, je vais vous redonner la parole parce que vous avez été coupé par la pub. En un mot, est-ce que c'est des mesures imaginables en France ou alors vous dites stop, on est peut-être dans des mesures qui commencent à atteindre aux libertés individuelles, André? Oui, en tout cas, je dois dire que si on proposait en France le bracelet électronique, ça rappellerait quand même, non pas quelques souvenirs, mais quelques présences. En général, c'est les fichiers S qui ont le bracelet électronique. Hein. Et les fichiers S, vous savez pourquoi ils sont fichiers S. Donc, je crois que là, à un moment donné, effectivement, il faut savoir ce qu'on veut et arrêter les frais. Ou on dit, écoutez, c'est pas possible, ça n'avance pas. Parce que le vrai, franchement, le vrai, juste un mot, le vrai défi, ça va être ça. Et j'espère que ça va très bien marcher. Israël a vacciné comme peu de pays ont vacciné. Israël a vacciné massivement. Et on peut espérer, alors évidemment tout le monde espère, qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux et d'effets secondaires. Il est là aussi un des problèmes, il ne faut pas l'oublier. Et deuxièmement et surtout, il faut savoir ce qu'on veut. Ou effectivement on confine, et on confine très durement, et je peux comprendre, mais je sais que chez nous, en tout cas en France, je peux vous dire que le bracelet électronique, la quarantaine, etc., ce serait très difficile. Ça passe pas. Parce que oui. C'est toute la spécificité de la France, hein, c'est un pays de révolutionnaires. Et c'est pour ça que... On préfère s'engueuler sur l'effet des apéros, sur les petites phrases. Mais c'est magnifique, c'est la beauté de la France. Non, mais... Et oui, c'est la défense de la liberté coûte que coûte. C'est vrai, et c'est pour ça que Macron n'a pas reconfiné. Non, mais pourquoi Macron n'a pas reconfiné? C'est parce qu'il a senti en politique que personne ne voulait plus de ce reconfinement. C'est pour ça qu'il a arrêté les frais, alors que tout son entourage et les médecins autour de lui voulaient absolument reconfiner. Alors ici à Tel Aviv, Olivier Rapovitch, est-ce qu'on va pas un tout petit peu loin? Mais juste un petit mot, est-ce qu'on peut rappeler aussi que l'Allemagne aussi se durcit? L'Allemagne aussi se durcit. Vous avez vu que l'Allemagne aussi annonce vouloir fermer ses frontières. Ouais. Et je rappelle par exemple que la France a un record en Europe de travailleurs transfrontaliers. Ils sont 360 000. Et que là, en annonçant ça, évidemment, c'est-à-dire que je rappelle aussi que l'Allemagne a fermé ses aéroports, comme Israël l'a fait il y a quelques semaines, et que c'est exactement le même problème. Et d'ailleurs, c'est quand même, c'est-à-dire que les gens en ont ras-le-bol. On se demande comment on va s'en sortir. La seule question, c'est est-ce que on peut avoir ces mesures ponctuellement, mais l'histoire nous a appris que ça risque de durer même quand il n'y aura plus d'épidémie. Oui, et ça, c'est beaucoup plus problématique. Et pour compléter ce que vous dites, Avnous, on apprend également ce soir... 44. Ouais, on apprend aussi ce soir... On apprend aussi ce soir que la Grande-Bretagne met en place des hôtels Corona. Comme quoi, les mesures israéliennes sont copiées ici ou là. Exactement. On a parlé avant la pub de ce qui se passe en Israël. L'Australie, mais Australie et Nouvelle-Zélande avant tout. Voilà, on a parlé Israël, on a appelé Cisjordanie. Je voudrais quand même dire un mot pour clore ce sujet sur la situation à Gaza, parce qu'on a appris tout à l'heure qu'Israël pourrait conditionner le transfert de vaccins à la libération de ses citoyens prisonniers et à la restitution de dépouilles de soldats. On n'est pas en train de tout mélanger, Olivier Rapovitch? Non, absolument pas. Ce sont des mesures humanitaires contre des mesures humanitaires. Je voudrais montrer à la caméra la photo de deux soldats qui ont été tués en 2014 et Mengistu, un Israélien d'origine éthiopienne qui est kidnappé dans la bande de Gaza. Le Hamas aujourd'hui, malgré le Covid-19, malgré le fait qu'Israël demande depuis des années, dans des négociations secrètes, avec des gens comme des Suisses ou des Allemands en tant que négociateurs, de retourner les dépouilles de nos soldats et de retourner les hommes vivants emprisonnés dans la bande de Gaza, en échange aujourd'hui maintenant de vaccins israéliens. Contre des hommes ou des vaccins contre des corps? Écoutez, le Hamas joue avec les Israéliens, avec des familles. Il n'y a aucune raison que nous aidions le Hamas à être populaire dans la bande de Gaza et que lui utilise nos hommes, les dépouilles de nos soldats comme monnaie d'échange et comme pression.
Il y a Mais aujourd'hui une c'est situation. Israël qui demande une monnaie David, d'échange. Monsieur Berkoff a dit une chose très juste. Le Covid-19 aurait dû être, ou devrait être, une situation où les peuples, les nations s'entraident et arrivent à des conclusions de paix. Or, le Hamas, malgré le Covid-19, utilise et continue à utiliser la pression psychologique sur les familles de Goldin et de Shaoul, n'est-ce pas, pour en fait continuer à faire pression. Il est hors de question qu'Israël donne des vaccins, des entrepôts israéliens. Il y a des vaccins qui passeront de la communauté internationale dans la bande de Gaza, mais en aucun cas, tant que le Hamas ne rendra pas, ne restituera pas aux familles israéliennes, dans la peine, les corps des soldats disparus et tombés au combat, il n'y a aucune raison que nous aidions le Hamas. Ali Waked. Deux remarques. Une, c'est pas un hasard que dans la photo que vient de montrer Olivier Rafovitch, il manque le 4e Israélien. C'est un arabe par hasard, qui est aussi dans les mains du Hamas. Donc il y a 4 Israéliens, il y a 2 corps des soldats israéliens. Il y a M. Evra Mengistu, un Israélien d'origine éthiopienne, et il y a un arabe israélien qui, par hasard, ne figure pas dans la photo que vient de montrer M. Olivier Rafovitch. Ouais, mais sur le principe. Et deux, sur le principe, heureusement qu'Olivier ne fait pas partie du ministère de la Défense. Attendez, laissez-le parler. Heureusement qu'Olivier n'est pas notre ministre de la Défense, parce que le gouvernement israélien il a intérêt et fait tout pour qu'il n'y ait pas une explosion sanitaire à la bande de Gaza, une explosion sanitaire qui va toucher en première place l'environnement israélien qui est autour de la bande de Gaza, et que ça peut dégénérer à une escalade militaire entre Israël et les Palestiniens. C'est vrai qu'au niveau politique, je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Acceptez. Ali. Israël, c'est vrai que pour les familles, est obligé de dire qu'on ne va pas aider les Palestiniens à la bande de Gaza s'ils n'ont pas en échange les informations ou les corps des soldats israéliens. En fin de compte, Israël ne va pas recevoir les corps des soldats israéliens, et Israël va faire tout pour qu'il n'y ait pas une explosion sanitaire à la bande de Gaza. C'est pas moi. Donc ils vont donner les vaccins ou pas, d'après vous, finalement? Ils vont les donner les vaccins ou pas? Absolument, et ils les donnent déjà. Sans avoir les corps en retour. Oui, parce qu'il y a 2 jours, on a signé avec la bande de Gaza un accord comme quoi Israël permet aux Qataris de fournir le gaz à la bande de Gaza. C'est de la même mesure. Pourquoi fournir le gaz et pourquoi ne pas fournir le vaccin? Donc ça aura lieu de toute façon. Absolument. C'est vrai qu'au niveau politique, le gouvernement est obligé de dire qu'on va faire un certain échange, mais en fin de compte... C'est pour garder la tête haute, c'est ça que vous voulez dire. La famille un du Olivier et on passe à la suite. La famille du Bédouin. Il est où par hasard? La famille de Bédouin. Il est où dans ta photo? Elle veut pas son fils? Je le vois pas. Je demande à vous. Je le vois pas. Ne noyez pas le poisson dans l'eau. Je le vois pas. Vous êtes la famille du Bédouin, puisque vous parlez de lui. Bien sûr. Comment vous l'aurez? Bien sûr. Comment vous l'aurez? Olivier, comment vous l'aurez? Olivier, vous savez comment est-ce qu'a été relâché Gilad Shalit? Comment est-ce qu'elle a été relâchée, Gilad Shalit? On va pas libérer 1500 Alors terroristes. moi, je paye le salaire de M. Netanyahu pour qu'il soit créatif, pour qu'il trouve une solution. Le problème, c'est que vous habitez Tel Aviv et vous pensez Gaza. Dommage. Bien, eh ben on va arrêter nous de penser Gaza et on va parler maintenant d'un événement qui a eu lieu ce week-end en France. C'est le grand débat des GGMO. Pour bon nombre de juifs en France, il y a eu un avant et un après Ilan Halimi. Le 13 février 2006, ce garçon de 23 ans était découvert agonisant le long d'une voie ferrée après 24 jours d'un calvaire et de tortures absolument inhumaines. Tué parce que juif. C'était il y a 15 ans, mais pour beaucoup d'entre nous, c'était hier. Tout le week-end, les hommages se sont multipliés de Paris à Nice, en passant par Bagneux, Sainte-Geneviève-des-Bois et jusqu'à Jérusalem, où il était enterré. Mais nous avons choisi ce soir de nous arrêter sur l'un d'entre eux. C'était hier dans le 12e arrondissement à Paris, Noémie Aliwa. Oui, et même plus précisément au fond du jardin nommé Ilan Halimi. C'était une manifestation d'environ 200 personnes, ouvertement marquée politiquement à la gauche de la gauche, qui a été félicitée d'ailleurs par le patron de Mediapart, Edoui Plenel, qui visait donc à dénoncer toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Une manifestation au cours de laquelle on dénonçait aussi bien l'antisémitisme que l'islamophobie, et où des parallèles entre Adama Traoré, ce jeune délinquant décédé au cours d'une course-poursuite avec la police, et Ilan Halimi. Citons notamment les propos d'une manifestante qui ont été cités dans Libé. La lutte contre l'antisémitisme ne doit pas être utilisée comme un prétexte pour des propos islamophobes. C'est pour ça que les juifs et les musulmans doivent combattre ensemble.
Amnou Chalmani, je vais commencer avec vous. Cette manifestation hommage à Ilan Halimi, comme l'a dit Noémie, soutenue par le comité Adama Traoré, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste ou encore le MRAP, ça sent pas tout ça la récupération politique par l'extrême gauche? Non, mais c'est totalement assumé. Donc vous êtes certain que vous m'auriez pas vu à cette manifestation, exactement comme après la tragique décapitation de Samuel Paty, le mouvement qui a été organisé à la République. Il suffisait de regarder la liste des organisateurs qui correspond à peu près à celle que Noémie et vous-même venez de dire, c'est sans moi. Ça règle le problème, parce que ces mêmes gens que vous voyez se réunir en faisant sans cesse un parallèle entre islamophobie et antisémitisme, alors que l'antisémitisme tue en France, et qu'heureusement l'islamophobie, qui pour moi n'existe pas, mais c'est plutôt des actes anti-musulmans qui existent, mais ne tuent pas, je le rappelle, nous n'avons pas arrêté de voir mourir des juifs en France, des Français juifs en France depuis Ilan Halimi, c'est non-stop. Donc non, je participe évidemment pas à ça, et ça me choque d'autant plus que c'est au-delà de la récupération, c'est de la poussière dans les yeux. Ce sont ces mêmes gens-là étaient à la manifestation de novembre 2019 contre l'islamophobie, où on a manifesté au cri de Allahu Akbar, où on a balancé des noms de gens qui n'étaient pas d'accord avec ces luttes-là, mais à la populace, en leur demandant de huer. C'était comme si on faisait la liste de tous les gens qui devaient être décapités dans les années à venir. C'est absolument hallucinant. Moi, quand j'ai vu que cette manifestation avait lieu, je suis restée mais bouche bée. Je rappelle qu'au moment de l'assassinat de Mireille Knoll en France, il y a à peine quelques années, c'est encore très frais dans nos mémoires, ce sont les manifestations eux-mêmes qui ont sorti de la manifestation Jean-Luc Mélenchon et ses camarades sans une seconde de doute. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Mais voyez, c'est ça aussi l'une des conséquences de la Covid. C'est que la manif d'hier, ils étaient entre eux. C'est parce que c'est resté extrêmement confidentiel. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'autres associations ou d'autres organisations. Ils étaient 200 personnes. C'est plus que de l'appropriation, c'est honteux. Ils étaient 200 personnes. Ce que je vous propose, c'est d'entendre... André, vous voulez dire un mot et on va entendre juste après l'un des organisateurs. André Berkoff. Non, je pense qu'effectivement, c'est même pas de la récupération politique, c'est rien. Le vrai problème, il est là, c'est qu'on couvre tout ça, et après, on vient pleurer pour dire « Ah, c'est pas ce qu'on avait voulu ». Vous savez, c'est pas nouveau, hein. Mohamed Merah, etc. C'est-à-dire que, en fait, vous savez ce qu'il y a ? Le vrai problème, c'est qu'il y a pire que les semeurs de haine. Les semeurs de haine qui tuent, il y a pire. Il y a les fabricants d'excuses. Et depuis des années et des années, vous avez un peu partout des gens qui fabriquent des excuses pour ceux qui vont tuer et tabasser. Et pour moi, ils sont pires que les semeurs de haine parce qu'ils sont plus dangereux. Parce que eux disent mais oui, vous êtes les opprimés, vous êtes etc. Mais on a bien vu ce qui s'est passé avec Samuel Paty. C'est pas une question de juif ou pas juif dans cette histoire. C'est parce que vous dites certaines choses qui plaisent pas, eh bien on va charger un petit mec de vous décapiter au nom de je ne sais pas quoi. C'est ça le problème. Le problème, c'est que on a entretenu et on entretient encore, et c'est les mêmes personnes qui vont pleurer des larmes de crocodile, c'est eux qui les entretiennent. Et alors, ça, c'est grave. On va écouter justement l'un des responsables et organisateurs de ce rassemblement qui est en direct avec nous ce soir. Bonsoir, Joseph Benabran. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Vous êtes... Pardon ? Cet accueil chaleureux sur le plateau d'I24. Écoutez, je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes membre d'Action contre l'antisémitisme et tous les racismes pour votre invitation ce soir. Merci. Attendez, laissez-moi vous présenter. Déclaration. Je vous présente. D'abord un rapide compte-rendu de la journée de la commémoration d'hier. Alors je parle au nom du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, le RAR, qui a organisé une commémoration en l'honneur de la mémoire des 15 ans de la mort d'Ilan Halimi, Zichrono Livracha. Hier, après qu'on ait raconté l'histoire d'Ilan, nous avons eu le nom des 10 personnes tuées parce que juives depuis 2006. Vous étiez où pendant 15 ans? Parce que vous venez de préciser que c'était la première fois que vous étiez là. Vous étiez où les 15 années d'avant? Monsieur Knoll, le fils de Madame Knoll, nous a rejoint pour tenir le portrait de sa mère, tuée parce que juive. Zal. Nous avons lu également le nom de 10 autres personnes victimes de crimes racistes. Et nous avons expliqué la nécessité de lier la lutte contre l'antisémitisme à celle de tous les racismes, car, nous le voyons, tous les racismes sont en augmentation et se nourrissent les uns les autres. Oui, nous Pourquoi voyons un tel mélange? le tueur de juifs
Joseph Benhamra, pardon. Si nous vous invitons sur ce plateau, c'est pour dialoguer. C'est pas pour parler tout seul. C'est ça. Le tueur de Pittsburgh. Et si Joseph Benhamra, pardonnez-moi. Joseph, est-ce que vous m'entendez? La mosquée de Christchurch. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, pardonnez-moi, c'est un débat ici. Donc on vous pose des questions, on échange, mais vous ne parlez pas tout seul. Vous ne m'avez même pas laissé le temps de vous présenter. De Pittsburgh. Joseph Benhamra, pardon, vous n'êtes pas là pour lire un communiqué. Joseph Benhamra, pardonnez-moi, vous n'êtes pas là pour lire un communiqué et un texte, vous êtes là pour dialoguer avec nous. Sinon, on ne peut pas continuer ensemble. Attendez, s'il vous plaît. Non. Pardonnez-moi, mais je suis là pour poser des questions, vous répondez et on discute ensemble avec nos invités. Si vous lisez un communiqué, vous n'avez pas besoin de moi pour parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, souffrez que je vous pose une question. Et j'explique. Souffrez que je vous pose une question et vous aurez la grande liberté d'y répondre. Monsieur, je vous explique ce qui est passé hier. Mais vous n'avez même pas entendu ma question. Non, mais vous n'avez pas entendu ma question encore. C'est pas possible. On est là pour discuter ou on est là pour que vous étaliez vos idées? J'aimerais bien vous poser une question. Je n'ai pas posé de question encore, vous parlez déjà. Donc, le tueur de Pittsburgh inspire le tueur des musulmans à Christchurch. On le voit. C'est l'extrême droite suprémaciste ainsi que les djihadistes qui veulent nous tuer ensemble. On l'a vu à Otzaratora, on l'a vu à l'Hypercacher. Ce sont les mêmes qui tuent à Bagdad. Vous voulez un micro et monter sur scène peut-être? Ah bon? Et donc urgent. Quel con. Nos antiracistes se renforcent les uns les autres, que nous menions un combat antiraciste global. C'est urgent. Bien. On a vu, en disant ces choses, en voyant un front dynamique, jeune, avec une grande diversité. Joseph Benhamra, pardonnez-moi, mais on ne va pas aller loin comme ça si vous parlez tout seul. Dans le combat global contre tous les racismes, Joseph Benhamra, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qui veulent nous faire taire. S'il vous plaît, Joseph Benhamra, ce que vous faites, c'est pas bien du tout. Je suis désolé de vous dire, mais c'est contre-productif. On débat tous les soirs dans cette émission. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui parle tout seul. On a empêché des organisations juives de participer à un rassemblement. Je suis désolé, Joseph Benhamra. On va couper, vous lisez un communiqué tout seul. Il donne la réponse à tout. On va devoir couper, je suis désolé. Ou vous acceptez le débat ou on coupe. Parce qu'on ne peut pas vous donner la parole, vous parlez tout seul. Non, vous m'avez dit, on vous laisse faire une déclaration. Non, je vous ai jamais dit qu'on allait vous laisser vous dire une déclaration. Personne ne vous a jamais dit ça. Je voulais vous poser une question. Vous n'avez pas encore entendu la question. Je n'ai même pas pu vous présenter à nos téléspectateurs. Qui mènent des Éric Zemmour, qui racontent que... Monsieur, laissez-nous au moins vous présenter. Les gens ne vous connaissent pas. Laissez juste Benjamin vous présenter. Ensuite, vous direz ce que vous avez envie de dire. Une seconde, s'il vous plaît, on vous présente. Dans les manifestations, nous les empêcherons d'agir. Nous les empêcherons d'agir. Bon, écoutez, c'est un beau moment de télé. Voilà, vous avez parlé tout seul. Alors, je vais préciser que vous êtes Joseph Benhamra, que vous êtes membre du réseau d'action que vous êtes membre du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. On va peut-être essayer de dialoguer ensemble. Dans les manifestations contre l'antisémitisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph Benhamra. C'était un plaisir de dialoguer avec vous. C'était un grand plaisir de dialoguer avec vous. C'est vous le problème en réalité. Bon, d'accord, c'est nous le problème. On vous ouvre le micro, mais c'est nous le problème. Ah bah oui. Olivier Rafovitch. C'est triste en fait, c'est triste et c'est aberrant parce que... C'est un beau moment de télé qu'on a vécu ensemble. Voilà, un invité qui parle tout seul. Je rappelle qu'il organise ce rassemblement avec le soutien du MRAP et du comité Adama Traoré, où on mélange, et on a lu hier, je le précise, le nom des 10 victimes juives depuis 2006, mais aussi 10 noms de personnes tuées parce que noirs, arabes, robes ou asiatiques. Autrement dit, on a tout mélangé avec l'affaire Ilan Halimi. Pour moi, c'est du négationnisme de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut diluer les meurtres antisémites dans un jus qui serait un jus général ou généraliste comme ça, où petit à petit, on va oublier la raison des meurtres et on va également oublier les victimes, pour parler d'autres victimes. Je ne connais pas ce monsieur, malheureusement il a lu un discours, il était peut-être un peu aussi sous l'emprise de quelque chose, je ne sais pas de quoi entre autres, mais il est clair que le fait qu'il y ait eu autant de différentes manifestations pour le meurtre d'Ilan Halimi, Zron Livracha, c'est très triste. Là, si on est ensemble ce soir, je voudrais également, avec votre permission, envoyer un message à sa famille ce soir, de Tel Aviv, de vos studios, parce que ce meurtre reste très vivant, très là parmi tous les Juifs de France et d'Israël également, et le monde entier d'ailleurs, et cette barbarie ne peut être acceptable. Maintenant que des partis politiques ou des groupes, au nom de je ne sais pas quoi, se mêlent et transforment la commémoration
en une action politique et qui fait oublier la raison antisémite du meurtre, comme l'a dit M. Berkoff, et on parle d'autre chose, le fait qu'il y ait Mme Traoré dans cette manifestation, de quoi on parle? On va mélanger une pauvre victime juive avec des délinquants qui sont attaqués par la police pour de la délinquance, même si le résultat, en fin de compte, est dramatique. On ne va pas non plus comparer ce qui n'est pas comparable. Et ça, c'est très grave. Et malheureusement, aujourd'hui, en France, il est impossible pratiquement, ou très difficile, de parler clairement, simplement d'antisémitisme, sans parler d'islamophobie, sans parler d'amalgame. Et encore une fois, les Juifs de France, aujourd'hui, sont face à une situation très compliquée. Et c'est compliqué de dialoguer, on l'a vu ce soir. Malheureusement, c'est Alors regardez, parce qu'on vous a posé aujourd'hui la question sur Twitter et sur Instagram, justement, concernant ce rassemblement, pas comme les autres, un petit peu particulier. L'extrême gauche était légitime pour rendre hommage à Ilan Halimi. Vous avez été très nombreux à voter aujourd'hui, et je vous en remercie, à une écrasante majorité ce soir, 84%. Vous nous répondez non, Rémi. Oui, exactement. Et je voulais juste peut-être revenir en quelques mots sur notre invité qui n'en était pas vraiment un. C'est parfaitement l'illustration du totalitarisme, de l'impossibilité de dialoguer. On l'a invité, on voulait lui parler, on avait des choses à lui dire, des choses à écouter. Et manifestement, il a déroulé comme ça. Peut-être qu'il est frustré que les théâtres soient fermés. Monsieur est peut-être un grand humoriste. C'est un communiqué qui nous a vu ce soir. En tout cas, c'est dommage. André Berkoff voulait réagir. Oui, alors je vais vous dire, c'est très intéressant. Non, mais c'est très bien de l'avoir fait, enfin, de l'avoir entendu un moment, parce que c'est chimiquement pur. J'allais dire zoologiquement pur, mais allez, je me retiens, je dirais chimiquement pur. Parce que quand j'écoutais son gloubi-boulga pendant un moment, parce que c'était tout et le contraire, pratiquement, c'était que Éric Zemmour est peut-être un peu responsable dans tout ce qui s'est passé au niveau de Halimi et compagnie. C'est-à-dire qu'il renvoie dos au dos. Vous savez, c'est la vieille stratégie. Quand on veut noyer son ennemi, etc., on le mélange et on noie l'enfant avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'effectivement, on lui a demandé, il a dit « je suis contre tous les racismes ». La question qu'elle avait envie de lui poser, est-ce que l'islamophobie, entre guillemets, parce que est un racisme... C'était la question. C'est une vraie question. Mais le vrai... Pardon ? C'était la question que je voulais lui poser. Le vrai problème, il est bien sûr qu'il faut être contre... Écoutez, absolument, tous les racismes sont condamnables, tous, à l'égard des Juifs, des Arabes, des Français, des Blancs, des Noirs, etc. Tous les racismes sont condamnables. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une espèce de salade, de touiller une salade, dans laquelle il mélange tout, et comme ça, il peut dire tout le monde s'engouffre là-dedans. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'il faut rappeler une chose sur Ilan Halimi. Et ils l'ont dit, le gang des barbares. On l'a choisi parce qu'il était juif, les Juifs ont de l'argent, et on voulait de l'argent. Voilà. C'était ça leur argument, et c'était ça qui s'est passé, et il ne faut pas l'oublier. Et ça a été, et rappelons qu'il y a eu un procès, et que ce fait a été revendiqué pendant le procès. Ils n'ont même pas essayé de se cacher, c'était quelque chose d'évident. Ça a été assumé, il y a eu condamnation, mais c'est quand même hallucinant. Et vous voyez, en France, c'est ça le problème. Dès qu'on tombe dans ce débat-là, c'est que vous ne pouvez pas parler avec ces gens-là, parce qu'il suffit que vous rappeliez Mohamed Merah, Ilan Halimi, Mireille Knoll, que vous rappeliez ce qui se passe en France, la violence de l'islamisme, la violence du terrorisme, et tout de suite, on vous parle de Christchurch, on vous parle de... C'est intéressant. Qui est tout aussi grave, mais parler d'une, c'est pas minimiser l'autre. C'est juste, est-ce qu'on peut se concentrer sur ce qui arrive là ? Bah non, et c'est vraiment ça. On noie le poisson dans du miel, on parle d'autre chose, et puis comment on parle, on continue, bah évidemment, on ne peut que l'écouter, ça c'est facile. Et puis si on l'interrompt, on est Éric Zemmour et ça règle le problème. Paf. Moi, je pense que l'antisémitisme, il dépasse les camps, les courants politiques et idéologiques en France, en Europe, partout dans le monde. Mais je trouve que c'est un peu triste, cette unanimité autour de cette table et nos invités à Paris qui n'ont pas donné la chance à un vrai mouvement peut-être révisionniste au sein de l'extrême gauche de réviser ses points de vue, ses dogmes vis-à-vis l'antisémitisme, vis-à-vis les Juifs en France. Il devrait réviser sa façon de parler à la télé, en tout cas. Tout d'abord, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi exclure cette possibilité qu'au sein de cette gauche, il y a une vraie révision sur les positions historiques de l'extrême gauche vis-à-vis de l'antisémitisme, vis-à-vis de l'État d'Israël, le fait que... Vous croyez vraiment qu'ils sont sincères ? Vous croyez vraiment qu'ils sont sincères ? Olivier, moi j'ai pas les méthodes et j'ai pas les moyens de voir. En France ne veut pas parler d'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est problématique, c'est presque tabou. Alors on va parler... En fait, Ali Wahed avait une autre image de la gauche, c'est ça en fait. On va parler d'islamophobie, c'est ça la mode. C'est que pour vous, la gauche, c'était autre chose avant. Benjamin, la gauche, c'était autre chose, mais vous savez, si on commence à classer qui sont
Donc, à quel courant idéologique et politique appartenaient ceux qui ont persécuté les Juifs? Vous savez que seulement dans la dernière partie de cette liste figurera la gauche. Je commence pas. Mais c'est avec les poncifs d'extrême gauche. C'est les poncifs d'extrême gauche, le juif et l'argent. C'est pour ça qu'il a été massacré. Absolument, absolument, Benjamin. Mais moi, je dis, si à un moment, il y a un mouvement au sein de cette gauche qui est prêt à réviser les positions historiques de cette gauche, pourquoi exclure cette volonté? Peut-être élever. Parce qu'il y a une unanimité ici que... Ils vont répondre. Ali Wakel. André Berkoff. Oui. Ali Wakel, je vais vous dire une chose, par rapport à la gauche, il faut bien comprendre, il n'y a pas une gauche antisémite ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la gauche a perdu le peuple il y a 40 ans. Elle ne s'est plus occupée du peuple, et comme par hasard, vous savez très bien, le Parti communiste français faisait, il y a encore 40 ans, 30% des voix. Il fait 2% aujourd'hui. Ne parlons pas des socialistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, oulala, le problème, on va s'occuper de qui? Qui peut être notre clientèle? L'immigration. L'immigration subsaharienne ou l'immigration nord-africaine. Monsieur Berkoff, je peux vous poser une question? Je peux vous poser une question? L'antisémitisme. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Vous savez que Nicolas Sarkozy était considéré comme peut-être le plus grand ami de l'État d'Israël. Est-ce vrai ou non? En 30 secondes, il nous reste Nicolas 30 Sarkozy, secondes, André Berkoff. est-ce que vous savez que Nicolas Sarkozy était financé par le Qatar, qui finançait les frères musulmans, parmi lesquels figurait le Hamas, qui faisait sauter des bus à Tel Aviv? En gros, nos amis ne sont pas ceux que l'on croit, c'est ça que vous voulez dire. Merci. L'antisémite. Aujourd'hui, vous avez un axe, Émirats, Arabie Saoudite, Israël. Ne confondons pas les deux choses. Et je vous demande à tous sur ce plateau, ne confondez pas. Là, c'est une question de politique et de clientélisme. Merci à tous. L'antisémitisme en France en 2021 reste un problème. Merci à tous. Le débat va se poursuivre en antenne, je le sens ce soir. Il n'y a aucune révision. Merci à tous. Merci, c'est la fin de cette émission. Noémie à demain. Merci Olivier Ali Waked, Abdous André Berkoff. Dans un instant, Afrique avec Jean-Charles Banoun. Et les grandes gueules, vous les aurez compris, reviennent demain.